La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir, rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les relations entre État et collectivités sont au cœur d'un colloque international ouvert depuis ce matin à Lomé. Les questions de repenser autrement la décentralisation. Les détails dans ce journal. Après 2 ans de restrictions pour cause de crise sanitaire, cette année, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo s'annonce fastidieuse. Comment se préparent les Togolais pour cette célébration? Vous aurez donc leur état d'esprit dans ce journal. Et puis, il y a un an, jour pour jour, qu'était assassiné l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno. Pour ce triste anniversaire, son successeur dresse le bilan de sa transition à la tête du pays. Voilà donc pour les titres. La décentralisation retient depuis ce matin l'attention d'élus locaux, acteurs impliqués dans la gestion des finances locales des pays de la sous-région. Durant 3 jours, ils auront à partager leurs expériences en matière de gestion des communes. Voyons cela dans ce reportage de Abidé Niazibé. Le thème de ce colloque s'inscrit. Des tables rondes pour évoquer un sujet d'intérêt commun, la décentralisation. Élus locaux, acteurs en charge de la formation et finances locales, partagent leurs expériences en la matière. Tous vers une réflexion conjointe pour une meilleure gouvernance locale. Il est question d'apprécier avec l'aide des autres quels sont les dispositifs de formation qu'il faudra mettre en œuvre. Quelles sont les priorités, quels sont les besoins, comment est-ce que les autres procèdent. Qu'est-ce que nous faisons déjà au niveau du Togo depuis un moment. Nos communes sont naissantes, elles font des efforts, mais elles ont besoin d'apprendre, de s'inspirer des innovations ou des initiatives d'ailleurs pour voir ce qui a pu marcher et ce qui n'a pas pu marcher. Pour mieux mettre en perspective sa politique de décentralisation, le Togo s'inspire des autres. La décentralisation ne se décrète pas, elle se construit. Et il faut des acteurs pour construire la décentralisation. Et ça, d'ailleurs, c'est un processus qui se construit sur la longue durée. Donc, plus les acteurs sont formés, plus ils sont mobilisés, plus on a la chance de réussir le grand changement qu'est la décentralisation dans nos pays. Le processus de décentralisation au Togo a connu des avancées significatives et le Togo compte aller plus loin. La GIZ constitue l'un des bras de la coopération allemande, à savoir le bras technique. Il s'agit de la coopération technique allemande, laquelle coopération agit avec un appui bilatéral au processus de décentralisation au Togo. Aujourd'hui, le Togo dispose de 117 communes avec des caractéristiques variées. Ces partages d'expériences permettront au pays d'améliorer sa politique dans le domaine. Et au plan national, pour améliorer la qualité des prestations de services en matière de gestion des communes, une formation est initiée à l'endroit des responsables communaux de 5 municipalités. C'est une formation pour les aider justement à mieux prendre en compte les questions liées à la gestion des infrastructures urbaines, fiscales, entre autres. Depuis Ataklamé, la correspondance de Sylvain Abdou. Des cadres municipaux issus de 5 communes acquièrent des outils et compétences destinés à assurer le fonctionnement harmonieux et durable de leurs différentes municipalités. Il s'agit à travers cette formation de les outiller pour leur fournir des clés devant leur permettre d'assurer au mieux la gestion des équipements urbains et infrastructures par exemple, mais aussi mettre à leur disposition des outils pour la gestion foncière et fiscale. Les experts leur permettront d'acquérir, n'est-ce pas, des informations et des mécanismes qui leur permettront de mieux gérer les services communaux. Un clin d'œil spécial sera fait aussi à la gestion foncière. Vous savez très bien que dans le processus de décentralisation, il y a ce qu'on appelle les compétences, les transferts de compétences, mais il y a aussi les compétences partagées. Et il y a lieu d'attirer l'attention des responsables des municipalités sur le rôle
qu'ils auront à jouer dans le contexte du code foncier et domanial. Cette formation leur est apportée par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière en collaboration avec l'Agence de développement urbain et municipal. Un engagement pour accompagner les municipalités dans leurs tâches quotidiennes, celle d'offrir une meilleure prestation de services aux populations. C'est une formation qui va porter un peu sur la gestion urbaine et puis sur la gestion de la fiscalité urbaine. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la décentralisation est encore très jeune et lorsque on confie comme ça des territoires, des localités, il faut être aux côtés de ces gestionnaires-là pour développer des stratégies leur permettant d'optimiser la gouvernance et la gestion de ces villes-là, de ces communes-là. À travers cette formation, les communes sont appelées à mieux se structurer pour assurer une meilleure organisation de leurs services municipaux en matière de programmation pour mieux réussir le processus de décentralisation amorcé par l'État togolais. Mercredi de formation également pour les parlementaires togolais. Ils améliorent ainsi leurs connaissances pour mieux évaluer les politiques publiques et par ricochet l'action du gouvernement. Le compte rendu avec Ekwi Salah. Députés et assistants des différentes commissions de l'Assemblée nationale s'approprient les techniques d'évaluation des politiques publiques. Ils sont donc formés sur les outils et méthodes pour mieux évaluer les programmes du gouvernement, mais aussi leur impact sur les populations. Il est question de revisiter avec les députés à l'Assemblée nationale ce qu'est une politique publique. D'autre part, d'aborder avec eux l'évaluation, c'est quoi, l'évaluation se fait comment et l'évaluation se fait par qui. Enfin, nous allons aborder avec eux comment utiliser les résultats de l'évaluation pour influencer la prise de décision. La session s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du budget programme adopté par le gouvernement il y a un an. Un mécanisme pour assurer la transparence dans les dépenses de l'État. Les budgets que nous avons adoptés par le passé avant 2021, c'est des budgets qu'on appelle les budgets moyens. Et ces budgets moyens, on dit, on vous donne ci pour faire ci, et à la fin, on va voir si vous avez exécuté les lignes qu'on vous a données par rapport à ce que vous avez voulu faire. Mais on n'avait pas d'indicateur pour mesurer les résultats qui sont réalisés. Aujourd'hui, nous avons besoin de mesurer les progrès et c'est très important qu'on sache le faire. Les attentes, c'est que d'abord, que les députés puissent bien maîtriser comment on évalue les politiques. Et comme les députés représentent la population, ils sont l'œil de la population pour savoir si ce que les actions faites par le gouvernement donnent les résultats escomptés. D'après la Banque mondiale, le Togo fait partie de 4 pays non fragiles ayant connu une évolution en matière de politique publique et d'institutions nationales en 2020. Le Togo veut compter sur l'efficacité de la représentation nationale pour maintenir le cap. Dans sa politique de reboisement massif, le gouvernement compte sur le secteur privé. Il est question de l'amener à soutenir cette politique environnementale afin d'aider l'État à restaurer le domaine forestier national. Et ce mardi, les deux partenaires sont parvenus à un accord. Les précisions dans ce reportage de Sandra Aziagbi. Mobilisation du secteur privé pour la cause environnementale. Opérateurs économiques et promoteurs des entreprises installées au Togo ont revisité la politique de reboisement compensatoire pour accompagner l'État togolais à restaurer le couvert végétal national. Nous avons déjà prévu quelques hectares. On a déjà commencé avec les TEC et maintenant nous pensions continuer dans ce cadre-là. Nous allons faire recours à des communes pour voir les réserves administratives que l'État dispose. Newton n'hésitera pas à vraiment participer au reboisement à travers l'arbre de karité. Déjà l'année passée, la direction a déjà commencé par mettre en terre des arbres pour pouvoir participer non seulement aux côtés du gouvernement, mais également pour le bien-être de la population. À l'orée de 2025, l'État prévoit restaurer 25% du domaine forestier national. Il est question de rappeler chaque acteur à prendre sa responsabilité. Et c'est entre là que nous avons discuté sur le reboisement compensatoire. Et au-delà du reboisement compensatoire, nous avons appelé les opérateurs économiques à s'engager auprès du gouvernement pour le reboisement décennal. Au-delà de cela,
Les opérateurs peuvent avoir des avantages fiscaux. Leur visibilité sera aussi améliorée. Ils seront les sponsors dans les activités de reboisement compensatoire et ils gagneront aussi dans leurs activités. Ces entreprises recevront l'appui technique des services de l'État en charge des questions forestières pour mener à bien ce projet. Le ministère en charge de l'environnement toujours et des ressources forestières, avec l'appui de ses partenaires, a conduit une étude qui est un inventaire de la biodiversité que referme le parc national Fazao-Malfa-Kassa dans la région centrale. Les données compilées passent maintenant à l'étape de validation. Désiré Aloï depuis la région centrale. C'est un rapport d'inventaire de la biodiversité du parc national Fazao-Malfa-Kassa qui perd des ressources d'une manière effrénée pour cause de croissance démographique et du changement climatique. Le gouvernement togolais cherche à renverser la tendance. Le ministère en charge de l'environnement conduit en collaboration avec le comité MAB et les communes riveraines le processus d'inscription du parc au réseau mondial de la biodiversité. Le projet est un modèle de conciliation de la conservation de la biodiversité et du développement durable, du fait qu'elle essaye d'utiliser les ressources pour créer de la richesse à travers les activités de promotion, de karité, la production du miel, c'est-à-dire l'apiculture, et l'élevage des petits ruminants pour que les populations puissent réduire leur pression de chasse sur les animaux. La faune, la flore et les produits non ligneux sont surexploités dans ce parc national Fazao-Malfa-Kassa, le plus grand au Togo, avec une superficie de 250 000 hectares. Souvent, les populations ont l'habitude de dire qu'elles ne voient pas l'importance de la conservation du parc. Et donc, nous essayons de leur montrer qu'elles peuvent utiliser les ressources du parc et en même temps conserver ce parc. C'est-à-dire qu'en exploitant les ressources de façon durable, elles contribuent à conserver ces ressources. Et donc, aujourd'hui, les populations voient le lien qui existe entre le développement de leur communauté et la conservation de la biodiversité. Le Togo travaille à réduire la pression anthropique en renforçant les capacités des communautés riveraines d'une manière holistique afin d'assurer la conservation des ressources. À noter que ces travaux sont soutenus financièrement par Inde-ONU et avec l'accompagnement technique de l'UNESCO. Le ministère de la Sécurité, à travers l'Agence nationale de la protection civile, actualise ses stratégies pour faire face aux urgences d'éventuelles catastrophes qui surviendraient. Une rencontre se tient à cet effet à Lomé. Les précisions avec Edwige Takpabasabi et Abidé Nazimbe. C'est depuis 2007 que le Togo a mis en place la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Le pays s'est doté des mécanismes et instruments de planification efficaces, objectifs, parer aux risques de catastrophes de tout genre et mieux faire face aux conséquences désastreuses des situations d'urgence. La mise en œuvre de ces politiques ont permis de renforcer les compétences et capacités des acteurs impliqués et la résilience des communautés vulnérables. Pour s'adapter aux exigences de l'heure, tous les plans sont en cours d'actualisation. Il s'agit essentiellement du plan national de contingence et du plan d'organisation des secours, du plan ORSEC, qui sont révisés périodiquement pour essayer de les actualiser en vue de prendre en compte les aléas les plus probables dans notre pays. On peut dire quand même qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés avec la création de l'Agence nationale de la protection civile. Le gouvernement s'est doté d'un mécanisme efficace de coordination des actions des différents partenaires, des acteurs gouvernementaux qui interviennent dans la gestion des risques de catastrophe. Les outils de planification soumis à cette démarche d'actualisation sont le PNC et le RSEC. L'initiative intervient au moment où le pays a commencé par enregistrer les grandes pluies de l'année. Une manière d'affûter les armes pour prévenir les risques de catastrophes.
Et c'est également pour parer à toute éventualité et apporter de premiers secours en cas de sinistre que les responsables de la SECNA ont offert des véhicules spécialisés au ministère des Transports. Le compte rendu de la cérémonie avec Karine Olanlo. Des véhicules tout équipés et modernes d'une capacité de 1000 litres d'eau, 100 litres d'émulseur, de matériel médical et d'extraction. Une polyvalence pour intervenir en cas d'incendie, de sauvetage ou encore d'assistance médicale. Un don de la SECNA au gouvernement togolais. Ce qui nous motive à faire ce don à l'État du Togo, c'est d'abord que la SECNA est un instrument des pays membres. Et en tant que tel, la SECNA, une entreprise citoyenne, a besoin d'apporter son soutien aux pays qui l'ont créé. C'est en ce sens que nous avons remis 2 véhicules de premier secours et évacuation. Les clés des véhicules sont ici remises au ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. L'acte que vous venez de poser en remettant ce matériel au gouvernement togolais est très louable. Et ceci, c'est la solidarité qui existe entre les États membres de la SECNA. C'est du matériel neuf que vous offrez gracieusement au gouvernement togolais. Mon petit mot, c'est merci, mais il est grand. Les véhicules sont destinés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ceci vient renforcer les capacités des équipes d'intervention d'urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas un appui qui apporte à nos sapeurs-pompiers, mais c'est un renforcement de matériel que la SECNA met à la disposition de notre pays. Ces véhicules vont être utilisés à bon escient. Les 2 véhicules sont armés par 6 sapeurs-pompiers. Ils comportent chacun une cellule médicalisée comprenant des moyens de premiers soins. Je vous le disais également en titre, le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est le 27 avril prochain et nous poursuivons notre série de reportages d'avant-célébration. Une célébration digne de ce nom cette année, après 2 ans de sobriété due à la crise liée à la Covid-19. Quel est alors l'état d'esprit des Togolais à quelques jours de cette célébration? Il s'exprime au micro de Ramdan Bassina. Indépendance du Togo acquise de longue lutte, symbole d'une aspiration profonde à la liberté, année après année préservée. Nos grands-parents nous ont conté beaucoup de choses, ce qui s'est passé avant d'avoir l'indépendance, les luttes politiques contre le colonisateur. Ça veut dire que nous devons être en joie que nous avons eu cette indépendance et se rappeler des luttes qu'ont menées nos grands-parents. Nous-mêmes, nous gérons notre administration. Donc il n'y a plus le colonisateur. Déjà, c'est un pas. À l'heure où le pays s'apprête à célébrer le 62e anniversaire de son indépendance, pour certains, c'est le temps de la réflexion sur les acquis. Nous avons eu cette indépendance, mais c'est une indépendance politique. Mais nous souhaitons que chaque Togolais soit économiquement indépendant. Et quand il travaille, qu'il a des revenus importants sur lesquels il peut vivre et faire ses réalisations. C'est ça même l'indépendance. Pour d'autres, le regard est tourné vers l'avenir. Il y a beaucoup d'ouverture pour chaque citoyen togolais. Indépendance politique, liberté d'association, efforts déployés pour la paix et la sécurité sont salués. Il faut que les fils se rassemblent, soient unis. C'est dans l'unité que nous allons bâtir notre cité. Mais les Togolais aujourd'hui sont plus préoccupés par le phénomène de la vie chère, un bémol à une célébration faste appelée de tous les vœux. We women who are selling in the markets or in the stores, we are no more selling. So we beg our government to see all this for us. Au nom de la liberté, pour le sang versé et pris d'amour pour la mère patrie, les Togolais accueillent le 62e anniversaire dans l'espérance pour plus de travail, de liberté et de développement.
Rendez-vous donc demain pour l'épisode 3 de cette série de reportages spécial 27 avril 2022. Hors du Togo, 20 avril 2021, 20 avril 2022, il y a un an, jour pour jour, qui était assassiné l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno. Une occasion aujourd'hui pour son successeur, son fils, de dresser le bilan de sa transition à la tête du pays. Au Tchad, le président de la transition a fait le point sur son année au pouvoir. Nommé le 21 avril 2021, un jour après le décès de son père, le président Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby a évoqué les ratés, mais aussi les réalisations positives effectuées par le Conseil militaire de transition qu'il dirige. Démentant les pronostics qui présageaient la déchirure sociale pour notre nation et le chaos institutionnel pour notre pays, la transition continue résolument son chemin depuis une année, tant bien que mal. Autre sujet abordé lors de son allocution, la préservation de la paix, de la sécurité, de l'union nationale et de l'intégrité territoriale du pays, mais aussi les défis qui restent à relever par le Conseil militaire de transition, comme le déroulement optimal du dialogue national inclusif, incluant la participation des groupes rebelles. Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. Le président de la transition a justifié la prise de pouvoir des militaires qui aurait permis d'éviter un vide institutionnel après la disparition du président de la République, tombé en défendant la mère patrie. Au Sénégal, 6 sages-femmes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger après le décès d'une femme enceinte et son bébé dans un hôpital public. Un décès survenu pour manque de vigilance selon plusieurs personnes. Au Sénégal, 6 sages-femmes sont poursuivies après la mort d'une femme enceinte et de son bébé dans un hôpital public. Les employées médicales sont toutes mises en cause pour non-assistance à personne en danger. Selon leur avocat, 4 d'entre elles sont en prison depuis mardi soir et 2 sont en liberté provisoire. Avant que les circonstances de la mort d'Astou Sokna, enceinte de 9 mois et décédée à l'hôpital début avril, soient officiellement commentées, la presse locale indiquait déjà que la jeune femme de 34 ans aurait attendu en vain une césarienne qu'elle réclamait. La semaine dernière, le ministre sénégalais de la Santé a reconnu que la mort d'Astou Sokna aurait pu être évitée avec, je cite, plus de vigilance et annoncé le limogeage du directeur de l'hôpital. L'affaire a suscité de l'effroi et de l'indignation dans un pays où le taux de mortalité maternelle est élevé et concerne environ 5 femmes par jour. Les 6 femmes devraient être jugées le 27 avril devant le tribunal de grande instance de Louga, dans le nord-ouest du pays. Retour en page nationale et direction à Gokpamé dans les lacs où une cargaison de maïs a été interceptée hier. Le conducteur de camion ne disposant pas d'autorisation d'exportation d'une si grande quantité de céréales en direction du Bénin, le camion et son conducteur ont donc été arrêtés par la brigade de la gendarmerie de la ville d'Anéro. Le compte rendu et le récit des faits avec Clarisse Atiklé. Dans ce camion, environ 26 tonnes de maïs chargées à Bassar et apparemment destinées à l'exportation. Il a été intercepté dans la nuit de ce mardi par la brigade de la gendarmerie de la ville d'Anéro. Interrogé, le conducteur affirme avoir été sollicité pour une destination non précise. On a chargé bagage là depuis Bassar, qu'on vient à destination à Tablego. Arrivé à Tablego, on nous a demandé où est les magasins, que ça est devant. On est en train d'aller, que ça est devant, ça est devant. Donc c'est là-bas que moi j'ai dit que depuis Tablego jusqu'à ici c'est trop loin. Parce qu'à la destination on nous a dit qu'à Tablego. Arrivé à Tablego, on appelle qu'à Agouega. Moi si je ne sais pas là-bas, c'est à cause de ça que moi si j'ai garé. Le camion a été en effet intercepté à Gokpamé, à 4 km de la ville d'Anéro. Il ne dispose d'aucun document l'autorisant à transporter une si grande quantité de maïs. Il nous a fait comprendre qu'ils ont pris la marchandise
à Bassar, en direction du Bénin, en passant par Aguaïgan. Par rapport à ça, il fallait que nos gendarmes fassent leur devoir conformément aux instructions de nos chefs hiérarchiques. La propriétaire de la cargaison, la voici. Elle tente désespérément de convaincre la direction de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSA, que la marchandise est bien destinée à la consommation locale. On ne peut pas accepter cela au moment où nous vivons actuellement une hausse mais stable des prix sur l'ensemble des marchés du Togo. Donc la cargaison a été saisie. Elle va être déroutée vers les magasins de l'ANSAT à Lomé et les stocks vont être déversés dans les magasins de l'ANSAT pour des œuvres d'utilité publique. Depuis le 29 juin 2021, les exportations des produits agricoles de grande consommation au Togo ne sont pas interdites, mais conditionnées à une autorisation préalable du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Malgré cette ouverture faite par le gouvernement à l'endroit des opérateurs économiques, force est de constater que certains ont voulu passer outre en s'engageant dans un commerce illicite qui met à rude épreuve les besoins de consommation des populations togolaises. L'ANSAT invite donc tous les services impliqués dans la lutte contre les exportations illicites à intensifier les contrôles au niveau des postes de sortie. Le football togolais emprunte la voie de la professionnalisation. Et depuis ce matin, les acteurs du monde du football togolais donc, sont réunis pour une validation de tests juridiques et ceci en vue d'une profonde restructuration du secteur. Le compte rendu avec Aflim Johnson. Ces assises ouvrent le chantier de la professionnalisation du football au Togo. Quelle fondation pour un football plus dynamique, attractif et compétitif? Les acteurs ici présents se donnent 3 jours pour élaborer les approches d'idoine. L'enjeu, trouver les clés d'une gestion efficace et porteuse de résultats. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement si nous tenons compte du désir ardent de tous les Togolais de voir notre pays se positionner au mieux sur la scène internationale. Ce n'est que par là que nous parviendrons à mobiliser d'importantes ressources devant nous permettre de renforcer les aides dévolues à nos jeunes joueurs afin qu'ils vivent décemment de leur talent et s'occupent mieux de leur famille. Il ne fait aucun doute que de nos jours, le football nourrit son homme. L'ambition gouvernementale, c'est celle d'une économie sportive réelle et résiliente. La transformation structurelle du secteur est donc un passage obligé. La volonté du chef de l'État, c'est de faire du sport un levier de développement socio-économique de notre pays. Et cet objectif ne peut être atteint qu'à partir de la professionnalisation. Par la professionnalisation, d'abord, il y a un changement de statut juridique des clubs. Donc, les clubs qui seront éligibles à cette professionnalisation doivent répondre à un certain nombre de critères. Et ces clubs vont se muer en société sportive. Qui dit société dit alors qu'il y aura des actionnaires, il y aura un conseil d'administration, il y aura donc une meilleure gestion et ça va également produire de la richesse. La Fédération togolaise de football pose à travers cet atelier de validation du texte juridique les jalons de la mise sur pied d'une ligue professionnelle, histoire de tourner définitivement la page de l'amateurisme. À ce jour du mercredi 20 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 971. De nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 679. Le nombre de cas actifs est de 19 et le nombre de décès est de 273. Et c'est un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Et voilà, donc c'est sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à ce jour donc du mercredi, que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté d'Adingré dans la région centrale. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.